Une leçon d'économie politique. Les souvenirs de ma vie avec Ed me rendaient nostalgique. Encore une fois, ce qui était à portée de main m'était arraché. Ces rappels du passé m'obligeaient à fouiller les recoins les plus obscurs de mon être, et leurs étranges contradictions me tiraillaient entre soif d'amour et incapacité à les conserver longtemps. Ce qui faisait obstacle n'était pas seulement l'irrévocabilité de la mort, comme dans le cas d'Ed, ou les circonstances qui m'avaient volé Sacha au printemps de notre vie. Il y avait aussi d'autres forces à l'œuvre pour me refuser un amour durable. Participait-elle d'un intime et passionné désir qu'aucun homme ne pouvait totalement satisfaire? Ou était-elle inhérente à quiconque tend perpétuellement envers les autres, vers un idéal ou une noble ambition, n'admettant rien d'autre? N'était-ce pas le prix imposé par la nature même de ce que je voulais accomplir? Celui qui prend racine dans une motte de terre ne pouvait grimper que jusqu'aux étoiles. Celui qui s'élève dans les airs pourra-t-il espérer s'attarder longtemps dans le séduisant abîme de la passion et de l'amour? Comme tous ceux qui avaient payé pour leurs convictions, je devais moi aussi faire face à l'inéluctable. Des miettes occasionnelles d'amour, rien de permanent dans ma vie, excepté mon idéal. Yegor resta dans mon appartement, tandis que j'accompagnais mon patient et sa mère à Liberty, localité de l'État de New York, n'ayant encore jamais soigné de phtisique. De New York, point, excusez-moi, ça commence mal. N'ayant encore jamais soigné de phtisique, je ne connaissais pas leur volonté indomptable de vivre et les feux qui dérobaient leur chair atrophiée. À chaque fois que tout semblait fini, mon patient rebondissait, et des années durant, il retrouvait l'espoir d'un avenir fait d'efforts capables d'éprouver la vitalité du plus robuste. Ce garçon de 18 ans, aux yeux brûlants et aux joues fiévreuses, n'avait que la peau sur les os, ce qui ne l'empêchait pas de parler d'une vie qu'il n'aurait peut-être jamais. Le réveil de sa volonté s'accompagnait chaque fois de pulsions corporelles d'un désir insatiable de sexe. Il m'avait fallu passer 4 mois avec lui pour saisir enfin ce que le jeune homme s'était efforcé désespérément de refouler. J'étais loin d'imaginer que ma présence était le combustible attisant les feux qui le consumaient. Bien que certains signes avaient éveillé mes soupçons, je les avais attribués à l'état fiévreux du malade. Un jour, alors que je prenais son pouls, il m'attrapa la main et la serra fougueusement dans la sienne. Une autre fois, me penchant pour haranguer ses couvertures, je sentis la chaleur de son souffle tout près de ma nuque. Souvent, je surprenais ses grands yeux brûlants qui me suivaient partout. Le garçon dormait à l'air libre sous la véranda à moustiquaires. Pour rester à portée de voix, je passais la nuit dans la chambre voisine. Sa mère veillait sur lui une partie de la journée pour me laisser me reposer. Elle occupait la chambre la plus éloignée de la véranda, située derrière la salle à manger. Je n'avais encore jamais eu de patient qui nécessitait autant d'attention que mon tuberculeux. Mais grâce à des années d'expérience, je percevais le moindre mouvement de mes malades. Le garçon ne devait quasiment jamais sonner la clochette posée sur la table de chevet, car je l'entendais dès qu'il se mettait à bouger. Une nuit, après m'être rendu à plusieurs reprises dans la chambre du malade, et avoir constaté qu'il dormait paisiblement, je m'étais endormi moi aussi, exténué. Je fus réveillé brusquement par la sensation d'un poids sur ma poitrine. Je découvris mon patient, assis sur mon lit, qui pressait ses lèvres chaudes sur mes seins tandis qu'il caressait mon corps de ses mains brûlantes. La colère me fit oublier la fragilité de son état. Je le repoussai et sautai à terre. « Tu es fou !» criai-je. « Retourne te coucher immédiatement, ou j'appelle ta mère !» Il tendit les mains dans une supplication muette et se dirigea vers la véranda. Arrivé à mi-chemin, il s'écroula, secoué d'une violente quinte de toux. La peur effaça... Coucou 13 bis. La peur effaça mon ressentiment et je ne sus que faire pendant un instant. Je n'osais réveiller sa mère. Trouvant son fils dans ma chambre, elle croirait que j'avais manqué de répondre à son appel. Il n'était pas non plus question de le laisser là. Il ne pesait pas lourd, et le désespoir décuple les forces. Je le soulevai et le portai à son lit. Son excitation provoqua une nouvelle hémorragie, transformant ma colère en pitié pour ce pauvre garçon si proche de la mort et qui néanmoins se cramponnait obstinément à la vie. Durant toute sa crise, il s'agrippa à ma main. Et entre deux accès de toux, me supplia de ménager sa mère et de lui pardonner ce qu'il avait fait. Je ne cessais de tourner dans ma tête des prétextes pour démissionner. De toute évidence, je devais partir. Mais quelle excuse donner? Je ne pouvais avouer la vérité à sa mère, et elle n'en croirait pas son fils capable.
Et même si elle le faisait, le choc et le chagrin l'empêcheraient de comprendre la pulsion qui avait animé le garçon. Il serait mieux de lui dire que les gardes incessantes m'avaient épuisé et que j'avais besoin de repos. Je lui laisserais bien sûr le temps de trouver une autre infirmière. Or, je dus attendre des semaines avant de mettre ma résolution à exécution. Mon patient était très malade et sa mère souffrait d'une telle angoisse qu'elle frôlait l'effondrement physique. Lorsque enfin il échappait à nouveau à son destin et se rétablit, j'implorai la permission de m'en aller. Dès mon retour à New York, je découvris que j'allais devoir chercher un nouveau domicile. Mes voisins avaient une fois de plus protesté contre la présence d'Emma Goldman dans l'immeuble. J'emménageais dans un logement plus grand que partageaient mon frère Yegor et notre jeune camarade Albert Ziblin. Je sais pas. Divers éléments avaient concouru à forger le caractère d'Albert. Son père, anarchiste actif, était français et sa mère, une quakeresse américaine, avait un tempérament doux et aimable. Né au Mexique, il avait passé son enfance à sillonner les collines en toute liberté. Plus tard, il avait vécu chez Élisée Reclus, célèbre scientifique français et défenseur de l'anarchisme. Cet excellent héritage et les influences bénéfiques exercées sur Albert durant ses premières années avaient produit de magnifiques résultats, car il a été beau tant de corps que d'esprit. En grandissant, il devint un fervent amoureux de la liberté, et je trouvais en lui un ami tendre et attentionné. Une personnalité tout à fait exceptionnelle, comparée aux autres jeunes américains que je connaissais. Notre aventure collective s'annonça cette fois-ci plus prometteuse. Chacun parlait, moins de partage égal des responsabilités, et faisait davantage pour alléger le fardeau de l'autre. C'était doublement heureux pour moi, car le mouvement réclamait fréquemment toute mon énergie. Avec Albert comme chef cuisinier, et avec l'aide de Yegor et de Dan quand ce dernier nous rendait visite, je pouvais mieux me consacrer à mes centres d'intérêt que les garçons partageaient par ailleurs. Depuis que j'avais recommencé à écrire à Sacha, nous nous étions progressivement rapprochés. Il lui restait à peine 3 ans à supporter, et il débordait d'un optimisme nouveau en anticipant ce qu'il ferait après sa libération. Plusieurs années durant, il s'était beaucoup intéressé à l'un de ses camarades de prison, un garçon physique du nom de Harry. Sacha parlait de son ami dans chacune de ses lettres, notamment à l'époque où je soignais mon patient tuberculeux. Je devais le tenir informé des méthodes et du traitement que j'employais. Sa sollicitude pour Harry lui avait même inspiré l'idée d'étudier la médecine après sa sortie de prison. En attendant, il était impatient de recevoir ce que je pouvais lui envoyer. Livres et revues de médecine, et n'importe quoi d'autre ayant trait à la « peste blanche ». Des lettres de Sacha ressortait une soif de vivre qui me stimulait et augmentait mon admiration pour lui. Je me mis moi aussi à rêver et à préparer le grand moment où mon héroïque garçon se retrouverait libre et où nous serions unis dans la vie et dans l'action. Plus que 33 mois et son calvaire prendrait fin. Pendant ce temps, John Turner avait annoncé sa venue aux États-Unis. Il s'était déjà rendu en Amérique en 1896 et sur une période de 7 mois, avait donné de nombreuses conférences. Désormais, il prévoyait une nouvelle tournée et voulait en particulier étudier les conditions des hommes et des femmes travaillant comme employés et vendeurs aux États-Unis. En Angleterre, son travail auprès du syndicat des employés de magasins avait été couronné de succès, faisant du Shop Assistant Union une puissante organisation. Sous sa direction, la situation de ses salariés s'était considérablement améliorée. Même si, en Amérique, les conditions de cette catégorie de travailleurs étaient un peu moins mauvaises qu'en Angleterre, avant l'intervention de Turner et de ses camarades, nous étions cependant convaincus de la nécessité de réveiller ces prolétaires. Personne n'était plus à même de le faire que John Turner. Pour cette raison, mais aussi parce qu'il contribuerait à diffuser plus largement nos idées, nous saluâmes le projet de sa visite et commençâmes aussitôt à organiser une série de conférences pour notre brillant camarade anglais. Son premier meeting devait se tenir le 22 octobre au Murray Hill Lyceum. C'était la tragédie de Haymarket et ses suites en 1887 qui avait amené John Turner, comme tant d'autres, à rejoindre l'anarchisme. Sa position sur l'État et sur l'action politique l'avait incité à refuser une candidature au Parlement que lui avait proposé son syndicat. « Ma place est aux côtés de la base », avait-il alors précisé. « Mon rôle n'est pas de m'occuper des dites entre guillemets affaires publiques qui sont indissociables de l'exploitation organisée des travailleurs. Même des palliatifs mineurs susceptibles d'être votés au Parlement seraient obtenus bien plus vite grâce à la pression exercée de l'extérieur par les organisations syndicales que par les députés siégeant à la Chambre des communes. » Cette prise de position révélait sa compréhension des forces sociales et son dévouement à son idéal.
Il avait toujours œuvré pour la cause de l'anarchisme, mais considérait l'activité au sein du syndicat comme son objectif principal. Il soutenait que sans les masses populaires, l'anarchisme privé de cette force vitale resterait un simple rêve et que pour se rapprocher des travailleurs, il fallait participer à leur lutte quotidienne. Son discours introductif porta sur le entre guillemets, syndicalisme et la grève générale. Au Murray Hill Lyceum, une foule de gens de tous horizons s'entassaient jusqu'aux portes de la salle. La présence policière était elle aussi très importante. Je présentai notre camarade britannique à l'auditoire et m'installai au fond de la salle pour m'occuper de nos publications. Dès que John eut terminé son discours, je remarquai plusieurs hommes en civil qui s'approchaient de la tribune. Pressentant des ennuis, je me hâtai vers John. Les intrus se révélèrent être des fonctionnaires de l'immigration qui arrêtèrent Turner. Avant que l'assistance ne comprenne ce qui se passait, il fut précipitamment entraîné hors de la salle. Turner eut le privilège d'être la toute première personne frappée d'interdiction par une loi fédérale anti-anarchiste adoptée par le Congrès le 3 mars 1903. Dans celle-ci, il est précisé « Toute personne qui ne croit pas à la nécessité d'un gouvernement organisé ou y est opposée, toute personne qui est membre de n'importe quelle association entretenant ou enseignant de semblables théories ou qui y sont affiliée, est interdite d'entrer aux États-Unis. » John Turner, célèbre dans son propre pays, respecté par toute personne douée de raison et jouissant de la libre circulation dans l'ensemble des pays européens, devenait ainsi victime d'une loi conçue dans l'affolement et promue par les éléments les plus sinistres du pays. Quand j'annonçai que John Turner avait été arrêté et serait expulsé, l'auditoire décida unanimement que le départ de notre ami ne se ferait pas sans heurts. Les autorités d'Ellis Island s'attendaient à gérer l'affaire selon leur bon vouloir. Pendant plusieurs jours, personne, pas même son avocat, ne fut autorisé à voir Turner. Hugh O'Pentecost, que nous avions pris pour représenter le prisonnier, engagea immédiatement une procédure d'habeas corpus, en latin dans le texte. Cela permit de suspendre l'arrêté d'expulsion et d'enrayer les méthodes arbitraires du commissaire d'Ellis Island. À la première audience, le juge soutint bien évidemment les autorités de l'immigration en ordonnant l'expulsion de Turner. Mais nous avions gardé en réserve la possibilité de former un pourvoi devant la Cour suprême des États-Unis. La plupart de nos camarades s'opposaient à une telle démarche qui ne serait pas conforme à nos idées et qui gaspillerait de l'argent pour rien. Sans entretenir à la moindre illusion quant à la décision prévisible de la Cour suprême, je pensais que la lutte en faveur de Turner offrirait un excellent outil de propagande, et portant cette loi absurde à l'attention du public averti. Enfin, et surtout, elle permettrait de faire prendre conscience à de nombreux Américains que les libertés garanties aux États-Unis, en premier lieu, le droit d'asile, n'étaient plus dorénavant que des phrases creuses à utiliser comme pétard pour la fête de l'indépendance le 4 juillet. Le principal était cependant de savoir si Turner accepterait de voir prolonger, éventuellement de plusieurs mois, sa détention à Ellis Island, jusqu'à ce que la Cour suprême statue sur son cas. Je lui écrivis à ce sujet. Il me répondit sur le champ qu'il, entre guillemets, profitait de l'hospitalité d'Ellis Island, et qu'il restait à notre entière disposition pour participer à la lutte. Bien qu'un net revirement de l'opinion se fût opéré à mon égard depuis 1901, je restais totalement proscrite pour la majorité des gens. Je réalisais que si je voulais aider Turner et participer aux actions contre la loi sur les expulsions, il serait préférable que je reste dans l'ombre. Smith, mon nom d'emprunt, me garantissait une écoute attentive chez des gens qui auraient immanquablement vu rouge s'ils avaient rencontré Emma Goldman. Néanmoins, j'étais connu de bon nombre de radicaux américains suffisamment avancés pour ne pas être effrayés par mes idées. Avec leur soutien, je réussis à organiser de manière durable la Free Speech League, Ligue pour la libre expression, dont les membres étaient issus de différents milieux progressistes. Il y avait notamment Peter A. Burroughs, Benjamin R. Tucker, H. Gaylord Wiltshire, le Dr. E. B. Ford Jr., Theodore Schroeder, Charles Bespar et beaucoup d'autres personnes bien connues de ces milieux. À sa première réunion, la Ligue décida de désigner Clarence Darrow pour se représenter Turner devant la Cour suprême. La Ligue se proposa ensuite de mettre sur pied un meeting à Cooper Union. La plupart des membres de la Free Speech League exerçaient une profession libérale et disposaient de peu de temps libre. Par conséquent, il m'incombait de prendre toutes les initiatives et de toutes les coordonnées.
mais aussi de harceler les gens jusqu'à obtenir leur engagement à nous soutenir. Il avait fallu faire le tour de nombreux syndicats, ce qui me permit de collecter 1600 $. Je réussis à convaincre, non sans difficulté, Janowski, le directeur de Freie Arbeiterstimme, en allemand dans le texte, d'ouvrir ses colonnes à notre point de vue, car initialement il s'était opposé au pourvoi. J'obtins peu à peu l'appui d'autres personnes, les plus actives d'entre elles étant Bolton Hall et son secrétaire A.C. Pleidel, qui tous deux ne ménagèrent pas leurs efforts dans cette affaire. Bolton Hall, que j'avais rencontré plusieurs années auparavant, était l'une des personnalités les plus charmantes et affables que j'eus la chance de connaître. Libertaire inconditionnel et partisan de entre guillemets, l'impôt unique, il s'était entièrement affranchi de ses origines et très entre guillemets, comme il faut. Sauf ses habitudes vestimentaires qui restaient conventionnelles. Sa redingote, son haut de forme en soie, ses gants et sa canne en faisaient une figure remarquée dans nos rangs. En particulier quand il s'agissait de voir les syndicats pour le compte de Turner, ou quand il se présentait devant l'American Longshoremen's Union, syndicat des dockers, dont il était l'organisateur et le trésorier. Les Bolton savaient ce qu'ils faisaient. Ils prétendaient que rien n'impressionnait autant les ouvriers que sa tenue chic. Devant mes remontrances, il répondait « Ne vois-tu pas que c'est mon chapeau de soie qui valorise mon discours ?» Avec des orateurs représentant toutes les nuances d'opinion politique, le meeting à Cooper Union rencontra un énorme succès. Certains s'excusèrent de venir plaider en faveur d'un anarchiste. Membres du congrès ou professeurs d'université, ils auraient souhaité s'exprimer plus librement, mais ne pouvaient se le permettre. D'autres, en revanche, plus audacieux, tels Bolton Hall, Ernest Crosby et Alexander Jonas, donnèrent à la réunion son véritable ton. On fit lecture de lettres et de télégrammes de William Lloyd Garrison, Edward M. Shepard, Horace White, Carl Schurz et du révérend Dr. Thomas Hall. Ils condamnaient tous inconditionnellement la loi scélérate et les tentatives de Washington d'enterrer les principes fondamentaux garantis par la Déclaration d'indépendance et la Constitution américaine. J'étais assise dans la salle, observant avec grand plaisir le fruit de nos efforts, et m'amusant à l'idée que la majorité de ces braves gens à la tribune ignoraient que le meeting avait été planifié et organisé par Emma Goldman et ses camarades anarchistes. À n'en pas douter, une partie de ces respectables progressistes, ceux qui se confondaient en excuses pour chaque pas audacieux qu'ils envisageaient, auraient été sidérés d'apprendre que, entre guillemets, des anarchistes au regard fou avaient été impliqués un tant soit peu dans cette affaire. Toutefois, comme j'étais une pécheresse invétérée, je n'avais eu aucun scrupule à conspirer avec d'autres afin que ces gentlemen timorés se prononcent sur une question aussi essentielle. Alors que la campagne battait son plein, le Dr. E.B. Foote Jr. fit appel à mes services pour un de ses malades. J'avais essayé à plusieurs occasions d'obtenir du travail par son intermédiaire, mais tout éminemment libre penseur qu'il fut, il avait toujours répugné à employer la dangereuse Emma Goldman. Depuis le pourvoi pour Turner, nous nous étions beaucoup côtoyés, et c'était cette proximité qui l'avait sans doute fait changer d'avis. Point. Pardon, j'ai du mal à tourner la page là. Hop. Quoi qu'il en soit, il m'appela pour que je m'occupe d'un de ses patients. Et au réveillon du Nouvel An 1904, je me retrouvais au chevet de l'homme confié à ma garde. En entendant les réjouissances de minuit dans la rue, je me rappelais ce grand jour de l'année précédente passé en compagnie de Max, Millie et Ed. Je m'étais habitué à devoir déménager de temps à autre et cela ne me dérangeait plus. J'étais désormais locataire d'une partie de l'appartement situé au 210 East 13th Street, le reste étant occupé par mes amis, Monsieur et Madame Horr, H-O-R-R. Note de bas de page. L'adresse en question est restée célèbre dans le milieu. Elle fait même l'objet d'une plaque commémorative, apposée maintenant devant le 208 East 13th Street, sur laquelle on peut lire Emma Goldman, 1869-1940, anarchiste, oratrice et avocate de la libre expression et de l'amour libre, vécue ici de 1903 à 1913 et y publia la revue radicale Mother Earth, en anglais dans le texte. Elle fut expulsée en Union soviétique en 1919. Ah merde, ça vous a spoilé, mais c'était la fin de la note de bas de page. Je me préparais à partir en tournée, point. J'avais accepté avec plaisir l'offre des Horr. Je partageais leur appartement car Yegor travaillait hors de la ville et Albert partait pour la France. J'étais loin de m'imaginer que j'y resterais pendant 10 ans.
La Free Speech League m'avait demandé de visiter un certain nombre de villes pour défendre le combat en faveur de John Turner. J'avais reçu par ailleurs 2 autres invitations. L'une des ouvriers de la confection à Rochester et l'autre des mineurs en Pennsylvanie. Les tailleurs de Rochester étaient en conflit avec des usines de confection, dont celles de Garson et Meyer. L'invitation à venir parler aux esclaves salariés de l'homme qui avait autrefois exploité mon travail pour 2,5 $ la semaine me paraissait étrangement significative. Je me réjouis aussi de profiter de l'occasion pour revoir ma famille. Au cours des dernières années, je m'étais senti plus proche des miens, plus particulièrement d'Helena. À chaque séjour à Rochester, je logeais chez elle, arrangement que mes parents avaient fini par trouver tout naturel. Cette fois, mon arrivée fut l'occasion d'une grande réunion de famille. Je pus ainsi resserrer mes liens avec mon frère Herman et avec sa charmante jeune femme, Rachel. Je découvris que ce garçon, qui autrefois ne parvenait pas à apprendre ses leçons par cœur, était devenu un grand expert en mécanique, spécialisé dans la construction de machines complexes. Tard dans la soirée, quand les autres membres de la famille partirent se coucher, je restais seul avec ma chère Helena. Nous avions toujours beaucoup de choses à nous dire, et l'aube pointait déjà quand nous nous quittâmes. Ma sœur me consola et me proposa de me lever plus tard. À peine endormi, je fus réveillé par un coursier m'apportant un pli. Dans un demi-sommeil, je jetai d'abord un coup d'œil à la fin de la lettre, et à ma grande surprise, je vis qu'elle était signée Garson. Je la relus plusieurs fois pour m'assurer que je ne rêvais pas. Il exprimait sa fierté qu'une fille de sa race... Alors, haute parenthèse, voilà, le mot race était encore malheureusement très répandu à l'époque. Voilà, désolé, et surtout aux États-Unis, même encore aujourd'hui, aux États-Unis on emploie le mot race, je crois. C'est pour ça. Mais voilà, désolé, c'est elle qui l'écrit comme ça. Voilà. Donc il exprimait sa fierté qu'une fille de sa race et originaire de sa ville soit parvenue à atteindre une renommée nationale. Il se félicitait de ma présence à Rochester et aurait été honoré de m'accueillir sans tarder dans son bureau. Je tendis la lettre à Helena. « Lis-la, lui dis-je, et tu verras combien ta petite sœur est devenue importante. » Après l'avoir parcourue, elle me demanda « Alors que vas-tu faire ?» J'écrivis au verso de la lettre « Monsieur Garson, quand j'ai eu besoin de vous, je suis venu vous voir. Maintenant que vous semblez avoir besoin de moi, c'est à vous de venir me voir. » De nature anxieuse, ma sœur s'inquiétait de la suite. Que voulait-il et qu'allais-je dire ou faire? Je l'assurai que ce n'était pas difficile de deviner ce que voulait Monsieur Garson, et que j'avais néanmoins l'intention de l'obliger à me le dire en personne et devant elle. Je le recevrai dans son agence et me conduirai avec lui, entre guillemets, comme il convient à une dame. L'après-midi même, Monsieur Garson arriva dans sa calèche. Je n'avais pas vu mon ancien employeur depuis 18 ans, et pendant tout ce temps, je n'avais guère pensé à lui. Dès qu'il entra, pourtant, chaque image de chaque horrible mois passé dans son usine défila devant mes yeux aussi nettement que si c'était arrivé la veille. Je revis l'atelier et son bureau luxueux, le bouquet d'American Beauty sur la table, la fumée bleutée de son cigare s'élevant en superbe volupte, et moi, debout et tremblante, qui attendais que Monsieur Garson daignât remarquer ma présence. Toute la scène me revint à l'esprit, et je l'entendis encore m'apostropher rudement. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» En contemplant ce vieil homme qui se tenait devant moi, son chapeau de soie à la main, je me rappelais jusqu'au moindre détail l'émotion que régna... Jusqu'au moindre détail, point, mes excuses. L'émotion me gagna, donc, en pensant à l'injustice et à l'humiliation que subissaient ces ouvriers au surménage et à l'épuisement de leur existence. J'eus le plus grand mal à réfréner mon envie de lui montrer la porte. Je n'aurais pu proposer à Monsieur Garson de s'asseoir, même si ma vie en eût dépendu. Ce fut Helena qui lui offrit une chaise, faisant ainsi bien plus que ce qu'il avait fait pour moi 18 ans plus tôt. Il s'assit et me regarda, s'attendant apparemment à ce que je parle en premier. « Eh bien, que puis-je pour vous ?» finis-je par demander. Ces mots durent lui rappeler quelque chose et parurent leur dérouter. « Voyons donc, rien du tout, chère Mademoiselle Goldman, répondit-il au bout d'un moment. « Je voulais simplement m'entretenir agréablement avec vous. »« Très bien. »« Très bien, répliquai-je, et j'attendis. Il raconta qu'il avait travaillé dur toute sa vie. « Exactement comme votre père, Mademoiselle Goldman. Il avait économisé sou après sou, accumulant ainsi un peu d'argent. Il poursuivit. Vous ignorez peut-être combien c'est difficile d'économiser, mais demandez à votre père. Il travaille dur, c'est un homme honnête, il est connu comme tel dans toute la ville. À Rochester, il n'y a pas d'homme plus respecté et jouissant d'autant d'estime que votre père. » Je l'interrompis. « Un instant, Monsieur Garson, vous oubliez quelque chose. Vous avez omis de mentionner que vous avez économisé avec l'aide d'autrui.
Vous avez pu mettre chaque sou de côté parce que des hommes et des femmes travaillaient pour vous. Oui, bien sûr, dit-elle d'un air contrit. Mais nous avons des bras, entre guillemets, dans notre usine. Mais tous gagnent bien leur vie. Et ces bras ont-ils pu tous ouvrir des usines avec leurs économies mises de côté sou après sou? Il convint qu'ils ne pouvaient pas, pour la raison qu'ils étaient ignorants et dépensiers. C'est ce que vous voulez dire. Ce que vous voulez dire, c'est qu'ils étaient, comme mon père, des ouvriers honnêtes, n'est-ce pas? Vous qui avez parlé de mon père de manière si élogieuse, vous n'allez certainement pas l'accuser d'être dépensier. Or, bien qu'ayant travaillé toute sa vie comme un galérien, il n'a rien mis de côté et ne peut pas ouvrir l'usine. Pourquoi croyez-vous que mon père et d'autres restent pauvres alors que vous avez réussi? C'est parce qu'ils n'ont pas eu la prévoyance de rajouter à leurs ciseaux les ciseaux de 10 autres, d'une centaine ou même de plusieurs centaines d'autres, comme vous l'avez fait. C'était pas en économisant sou après sou que les gens s'enrichissent, c'est le travail de vos bras et leur impitoyable exploitation qui ont créé vos richesses. Il y a 18 ans, lorsque je me tenais devant vous, comme une mendiante pour réclamer une augmentation de salaire d'$1,50, mon ignorance était excusable. Vous, monsieur Garson, vous n'avez aucune excuse, pas maintenant, qu'on crée sur les toits la vérité des rapports entre travail et capital. Il resta assis et me regardait. Qui aurait pu imaginer que cette jeune fille de mon atelier deviendrait une aussi grande oratrice? Finit-il par dire. Certainement pas vous, répliquai-je. Elle n'en aurait pas eu la possibilité si vous y aviez eu gain de cause. Mais revenons à votre invitation de me recevoir dans votre bureau. Que voulez-vous? Il commença par expliquer que les travailleurs avaient des droits. Il avait reconnu le syndicat et ses revendications, tant qu'elles étaient raisonnables, entre parenthèses, et avait introduit dans son usine de nombreuses améliorations dans l'intérêt de ses ouvriers. Mais le temps était difficile et il avait essuyé de lourdes pertes. Si seulement les ronchonneurs parmi ses salariés voulaient entendre raison, patienter un peu et accepter des compromis, tout pourrait se régler à l'amiable. Ne pourriez-vous pas, dans votre discours, soumettre ces arguments aux hommes, suggéra-t-il, et les amener, les amener à mieux comprendre mon point de vue? Votre père et moi sommes de grands amis, mademoiselle Goldman. Je ferais n'importe quoi pour lui s'il avait des ennuis. Lui prêter de l'argent ou l'aider de quelque manière que ce soit. Pour ce qui est de sa brillante fille, je vous ai déjà écrit combien je suis fier que vous soyez de ma race. Ouais bon, États-Unis, surtout à cette époque-là, bref. J'aimerais le prouver en vous offrant un petit cadeau. Mademoiselle Goldman, vous êtes une femme maintenant. Vous devez aimer les belles choses. Dites-moi ce que vous préféreriez. Ces mots ne me mirent pas en colère, probablement parce que sa lettre m'avait fait anticiper une telle offre. Ma pauvre sœur m'observait de ses yeux tristes et inquiets. Je me levai sans me dire de ma chaise. Garson fit de même. Et nous restâmes là, face à face, son visage ratatiné arborant un sourire sénile. Vous vous êtes adressé à la mauvaise personne, monsieur Garson. Vous ne pouvez pas acheter Emma Goldman. Qui parle d'acheter? S'exclama-t-il. Vous faites erreur, laissez-moi vous expliquer. J'interrompis. Inutile. Je présenterai toute explication qui s'impose à vos ouvriers qui m'ont invité à intervenir ce soir. Je n'ai rien de plus à vous dire. Veuillez partir. Chapeau de soie à la main, il se faufila hors de la pièce, suivi par Helena, qui l'accompagna jusqu'à la porte. Après une mûre réflexion, je pris la décision de ne pas évoquer son offre au meeting. Je craignais que cela n'embrouille la question centrale, à savoir le conflit salarial, et réduise éventuellement les chances d'un accord favorable aux salariés. De plus, je voulais éviter que les journaux de Rochester s'emparent de l'histoire qui aurait fait déborder d'eau leur moulin colporteur de ragoût. Le soir, en revanche, je racontais aux ouvriers le coup d'essai de Garson en matière d'économie politique, reprenant l'explication qu'il avait fournie sur la façon d'acquérir sa fortune. Mon auditoire s'en amusa copieusement, ce qui constitua l'unique résultat de la visite de Garson. Bref, pendant mon bref séjour à Rochester, je reçus une autre visite, bien plus intéressante que celle de monsieur Garson, une journaliste qui se présenta sous le nom de Mademoiselle T. Venue. De Mademoiselle T. Venue m'interviewer. Elle resta pour relater une histoire incroyable qui concernait Léon Czolgosz. Elle me rapportant qu'en 1901, alors qu'elle travaillait pour un quotidien de Buffalo, elle avait été affectée au site d'exposition pendant la visite du président. Elle se tenait tout près de McKinley et observait les gens qui défilaient pour lui serrer la main. Elle remarquait dans la queue d'un jeune homme qui, la main entourée d'un mouchoir blanc, se mêlait aux autres. Lorsqu'il arriva devant le président, il dévoila un revolver et tira. Ce fut la panique. La foule s'enfuit dans toutes les directions. Des spectateurs relevèrent McKinley blessé et le portèrent à l'intérieur de Convention Hall. D'autres sautèrent sur l'assaillant et le frappèrent alors qu'il gisait face contre terre.
On entendit tout à coup un affreux hurlement. Cela provenait du garçon au sol. Un noir de forte carrure se tenait au-dessus de lui et enfonçait ses ongles dans les yeux du jeune homme. Cette scène épouvantable l'horrifia. Elle courut à son bureau pour écrire son reportage. Après l'avoir lu, le directeur du journal l'informa qu'il fallait supprimer l'histoire du noir crevant les yeux de Szolgosz. Non pas que ce chien d'anarchiste ne le méritait pas, remarqua-t-il. Moi aussi je l'aurais fait. Mais nous voulons éveiller la compassion de nos lecteurs pour le président, non pour son meurtrier. Mademoiselle T n'était pas anarchiste. En fait, elle ne connaissait rien à nos idées. Elle était contre l'homme qui avait attaqué McKinley. Mais la scène dont elle avait été témoin et la brutalité du directeur du journal l'avaient rendue plus indulgente envers Szolgosz. Elle essaya à plusieurs reprises de se faire envoyer en mission pour l'interviewer, en prison. Sans succès. Elle apprit par d'autres journalistes que Szolgosz avait été battu et torturé au point qu'il était devenu gênant de le montrer en public. Il allait si mal que l'on craignait qu'il ne meure avant son jugement. Peu de temps après, la journaliste reçut l'ordre de couvrir le procès. La salle du tribunal, gardée par des policiers lourdement armés, était remplie de badauds curieux, des femmes pour la plupart, et bien mises. L'ambiance était chargée d'émotion, et les yeux de tous rivés sur la porte par laquelle le prisonnier devait entrer. Soudain, un frémissement parcourut la foule. La porte s'ouvrit brusquement, et un jeune homme soutenu par des policiers fut presque traîné dans la salle. Il avait l'air pâle et décharné. Des policiers furent presque traînés dans la... Des bandages enveloppaient sa tête, et son visage était enflé. Le spectacle paraissait répugnant, tant qu'on n'avait pas aperçu ses yeux. De grands yeux mélancoliques qui parcouraient sans cesse la salle, semblaient chercher avec une effroyable intensité quelques visages familiers. Puis ils perdirent leur acuité et se mirent à luire, comme illuminés par une vision intérieure. Mademoiselle T poursuivit. Les rêves et les prophètes ont de tels yeux. Les rêveurs et les prophètes ont de tels yeux. J'étais accablé de honte, que le courage m'ait manqué pour lui crier qu'il n'était pas seul. Que j'étais son ami. Des journées entières, ses yeux m'ont hanté. Pendant 2 ans, j'ai été incapable de m'approcher d'une salle de rédaction. Et aujourd'hui encore, je travaille uniquement en tant que pigiste. Dès que je pense à un emploi stable qui risquerait de me faire vivre pareille expérience, je revois ses yeux. J'ai toujours voulu vous rencontrer, ajouta-t-elle, pour vous raconter cette histoire. Je lui serrai la main en silence, trop bouleversé pour prononcer un mot. Une fois mon émission maîtrisée, je lui confiai mon espoir que Léon Szolgosz s'était rendu compte qu'il y avait eu au moins un esprit ami dans ce tribunal plein de loups affamés. Le récit de Mademoiselle T corrobora tout ce que j'avais deviné et appris sur Léon lors de ma visite à Cleveland en 1902. J'avais cherché ses parents, c'étaient des gens sombres. Un père que le travail avait endurci, une belle-mère au regard terne et absent. Léon était tout bébé à la mort de sa mère. À 6 ans, il avait été obligé d'aller cirer des chaussures et vendre des journaux dans la rue. Et s'il ne rapportait pas assez d'argent à la maison, il était puni et privé de repas. Son enfance misérable l'avait laissé craintif et réservé. Il commença sa vie d'usine à l'âge de 12 ans. Adolescent taciturne, il se tenait à l'écart et s'absorbait dans la lecture. À la maison, on l'appelait entre guillemets le dingue. À l'atelier, on le trouvait bizarre et entre guillemets bêcheur. La seule personne qui se montrait gentille avec lui était sa sœur, une timide tâcheronne. Quand je la rencontrai, elle expliqua qu'elle s'était rendue une fois à Buffalo pour voir Léon en prison, mais qu'il lui avait demandé de ne plus revenir. Il savait que j'étais pauvre, me dit-elle. Notre famille a été harcelée par les voisins. Et père envoyé de son travail, alors je ne me suis plus revenu le voir, répéta-t-elle en pleurant. C'était peut-être mieux ainsi. Que pouvait offrir cette pauvre créature à un garçon qui avait lu des livres bizarres, avait eu des rêves bizarres, avait commis un acte bizarre, et s'était même comporté bizarrement face à la mort. On considère toujours les personnes qui sortent de l'ordinaire, qui sont visionnaires, comme des êtres bizarres, alors qu'elles se révèlent souvent être les plus saines d'esprit dans un monde de fous. En Pennsylvanie, suite à entre guillemets l'accord qui avait mis fin à leur grève, je trouvais la situation des mineurs pire que lors de mon passage dans la région en 1897. Les hommes avaient perdu beaucoup de leur entrain et se sentaient impuissants. Seuls nos camarades étaient dynamiques et encore plus déterminés depuis la défaite honteuse de la grève imputable à la traîtrise des dirigeants syndicaux.
Il ne travaillait qu'à temps partiel et gagnait à peine de quoi survivre. Mais il se débrouillait. Il se débrouillait pour participer aux efforts de propagande. Un tel dévouement à notre cause suscitait l'inspiration. 2 expériences manquèrent à mon voyage. La première sous terre dans une mine, la seconde au domicile d'un ouvrier. Comme lors de mes précédentes visites, on m'avait conduite à la mine à l'heure du déjeuner pour parler aux hommes qui travaillaient dans un des puits. En l'absence de contremaître, les mineurs se montraient impatients de m'entendre. Je m'installai, entouré d'un groupe de gueules noires. Pendant mon discours, je remarquai 2 silhouettes qui se blottissaient l'une contre l'autre. Un homme ratatiné par l'âge et un enfant. Je demandai qui ils étaient. C'est grand-père Jones, il a 90 ans et ça fait 70 qu'il travaille dans les mines. Le gamin est son arrière-petit-fils. Il dit qu'il a 14 ans, mais nous savons qu'il en a que 8, dit le camarade d'une manière assez détachée. Un homme de 90 ans et un enfant de 8 ans travaillant 10 heures par jour dans un puits noir. Après ce premier meeting, un mineur m'invita à passer la nuit chez lui. Je logeais dans une petite pièce qu'occupaient déjà 3 personnes. 2 enfants sur une couchette. Excusez-moi. 2 enfants sur une couchette étroite et une jeune fille sur un lit pliant. Je devais partager le lit avec elle. Les parents et la dernière née dormaient dans la pièce à côté. La soif me desséchait la gorge. Et l'air étouffant de la pièce me faisait tousser. La jeune femme m'offrit un verre de lait chaud. J'étais épuisé et j'avais sommeil. La nuit fut pénible, perturbée par la respiration de l'homme, les vagissements pitoyables du bébé et les pas lourds et monotones de la mère qui cherchait à le calmer. Au matin, je la questionnais à propos de l'enfant. Était-elle malade ou avait-elle faim pour pleurer autant? La mère me répondit que son lait était trop pauvre et peu abondant. L'enfant était donc nourri au biberon. Je fus assailli par un terrible doute. « Vous avez donné le lait du bébé » criai-je. La femme essayait de nier, mais je vis dans ses yeux que mes soupçons étaient fondés. « Comment avez-vous pu faire une chose pareille » lui reprochai-je. « Le bébé avait pris un biberon dans la soirée. Vous paraissiez si fatigué et vous toussiez. » Que pouvais-je faire d'autre? J'étais rouge de honte et en même temps impressionné par ce grand cœur qui se cachait sous la misère et les haillons. De retour à New York, après cette rapide tournée, je trouvai un message du docteur Hoffman me demandant de revenir soigner Madame Spencer. Je n'étais disponible pour assurer ses soins que dans la journée. Mes soirées étaient consacrées à la campagne pour Turner. La malade acceptait l'arrangement, mais, au bout de quelques minutes, elle insista pour que je m'occupe d'elle la nuit. Elle représentait désormais plus qu'un simple cas professionnel pour moi, mais je trouvais son cadre de vie répugnant. Une chose était de savoir qu'elle vivait des recettes d'une maison close, mais c'en était une autre que de devoir travailler dans un tel endroit. Certes, l'affaire de ma patiente avait pris le nom respectable d'un « hôtel Raines », R-A-I-N-E-S. Comme toute législation visant à éliminer le vice, la loi Raines, du coup R-A-I-N-E-S, ne faisait que multiplier ce qu'elle était supposée abolir. Elle déchargeait les tenanciers de leurs responsabilités vis-à-vis des pensionnaires, en même temps qu'elle augmentait leurs revenus tirés de la prostitution. Les clients n'avaient plus à se rendre chez Madame Spencer. Les filles étaient forcées de racoler dans la rue, sous la pluie ou dans le froid, en bonne santé ou malades. Les malheureuses étaient contraintes de tapiner dur pour dénicher la clientèle et d'accepter volontiers tous ceux qui consentaient à les suivre, même les plus hideux ou décrépits. De plus, elles devaient supporter la persécution des agents et verser des pots de vin au service de police pour le droit de, entre guillemets, travailler dans certains quartiers. Chaque district avait son tarif, variable selon le montant que les filles réussissaient à obtenir des hommes. À Broadway, par exemple, les pots de vin étaient plus élevés que dans le Bowery. Les agents qui effectuaient leur ronde veillaient à ce qu'il n'y ait pas de concurrence irrégulière. Toute fille qui osait empiéter sur le territoire d'une autre était arrêtée et finissait souvent en prison. Chacune des filles, évidemment, s'accrochait à son territoire et repoussait toute collègue entre guillemets intruse. Cette nouvelle loi aboutissait aussi à des ententes particulières entre le tenancier d'un hôtel Rennes et la prostituée. Cette dernière recevait un pourcentage sur l'alcool qu'elle parvenait à faire consommer à ses clients. Elle en retirait d'ailleurs l'essentiel de ses revenus depuis que les maisons closes avaient été abolies et qu'elle avait été jetée dans la rue.
Elle en était réduite à accepter ce que l'homme voulait bien payer. D'autant qu'il devait en plus régler la chambre d'hôtel. Pour faire face à ces nombreuses contraintes, elle devait absorber elle-même des quantités énormes d'alcool pour inciter ses clients à boire davantage. Il m'était insupportable d'assister au manège de ces pauvres esclaves éreintés, accablés et généralement ivres, qui entraient et sortaient toute la nuit avec leurs hommes de l'hôtel de Madame Spencer et de devoir entendre malgré moi ce qui s'est passé. En outre, le docteur Hoffman m'avait prévenu qu'aucune guérison définitive n'était à espérer pour notre patiente. Sa consommation persistante de drogue avait brisé sa volonté et diminué ses capacités de résistance. Nous aurions beau la sevrer avec succès, elle y reviendrait toujours. J'informai ma patiente qu'il me fallait donner ma démission. Elle entra dans une colère noire, me tensant âprement, et me dit pour terminer qu'à défaut de m'avoir quand elle le voulait, elle préférait que je parte définitivement. J'avais besoin de mobiliser toutes mes forces pour mes activités publiques, point. La plus importante étant la campagne en faveur de John Turner. Alors que son pourvoi était en instance, les avocats réussirent à le faire libérer contre une caution de 5 000 $. Il partit immédiatement en tournée, visitant plusieurs villes où ses conférences faisaient salle comble. S'il n'avait pas été arrêté et menacé d'expulsion, il n'aurait atteint qu'un public très limité. En fin de compte, la presse assura une couverture abondante de la loi anti-anarchiste et de John Turner, et des foules immenses sur l'occasion d'écouter un exposé sur l'anarchisme développé d'une manière logique et convaincante. John avait obtenu de son syndicat un congé exceptionnel pour se rendre en Amérique. L'autorisation arrivant à son terme, il décida de retourner en Angleterre, sans attendre le verdict de la Cour suprême. Le jugement finalement rendu se révéla exactement conforme à nos prévisions. Il confirma la constitutionnalité de la loi anti-anarchiste et valida l'arrêté d'expulsion contre Turner. Toutefois, cette loi ridicule allait se retourner contre elle-même. Les camarades européens souhaitant venir aux États-Unis ne se sentiraient plus contraints de confier leurs idées aux fouineurs du service de l'immigration. Dès lors, je me consacrais davantage à la propagande en anglais dans l'intention non seulement de porter la pensée anarchiste à la connaissance du public américain, mais aussi d'insister sur certaines grandes questions en jeu en Europe. Parmi les plus méconnues figurait la lutte pour la liberté en Russie.